un nombre de cas totalement hallucinant. Moi, celui qui me vient toujours à l'esprit, c'est celui d'une association de locataires de HLM de Cité à qui on a reproché d'être trop communautariste parce que les représentants étaient tous issus de l'immigration maghrébine. Bah, on sait tous en fait, quand on n'habite pas dans le 16e, il arrive très souvent que dans les endroits où on vit, c'est pas de notre faute, mais on est beaucoup d'Arabes et de Noirs. Donc ça, c'est moi l'exemple qui me marque le plus. Mais il y a même des très vieilles associations comme le planning familial qui ont eu des ennuis avec cette loi. Il y a évidemment ce qu'on appelle maintenant des éco-terroristes, c'est-à-dire des gens qui ont le malheur de penser qu'il y a un tout petit problème avec le réchauffement climatique. Et donc petit à petit, ça s'étend. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'être musulman, de faire quelque chose de particulier par rapport à ce qu'on faisait avant, pour être visé par cette loi et surtout pour vivre en permanence sous la pression. C'est-à-dire que le propre des lois très floues comme celle-là, c'est qu'à un moment, on ne sait plus ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, avec qui on a le droit de travailler ou avec qui on n'a pas le droit de travailler. Aujourd'hui, cette loi pose un énorme problème à beaucoup d'associations des quartiers populaires, évidemment les associations musulmanes, évidemment les associations cultuelles, mais aussi les associations où en fait la banalité de ce qu'on a toujours vécu depuis, je sais pas, depuis qu'on est petit, ces associations où il y a à la fois des retraités qui viennent occuper leur retraite à faire de l'humanitaire et tout ça, et puis des jeunes, parce que ça fait partie aussi, ça se voit dans cette salle ce soir, les jeunes de la communauté musulmane spontanément vont faire des choses comme aider aux devoirs, comme aller aider les personnes âgées. Et aujourd'hui, ça pose un problème aussi à plein d'associations de se dire, est-ce qu'on a le droit d'accepter des bénévoles ou est-ce que finalement on va fermer, sachant que de toute façon ils vont fermer s'ils n'ont pas de bénévoles. Donc voilà pourquoi on a lancé cette invitation, avant tout pour parler des autres choses. Et donc je vais laisser la parole à Julien pour commencer. Donc juste quelques mots pour me présenter et dire un peu d'où je parle, même si Nadia en a déjà dit quelques mots. Donc moi je suis sociologue, je travaille sur l'engagement, les mobilisations dans les quartiers populaires, l'expérience de discrimination, le racisme et l'islamophobie aussi. Un de mes terrains principaux d'enquête c'est la ville de Roubaix en banlieue de Lille et qui a été assez souvent ciblée par des polémiques islamophobes. On pourra revenir d'ailleurs sur les dernières d'entre elles si ça vous intéresse. J'ai aussi pas mal travaillé dans mes recherches en fait, sur les luttes antiracistes aux États-Unis, sur Black Lives Matter, et ce qu'on appelle le community organizing, les formes d'organisation des minorités, y compris d'ailleurs d'organisations religieuses là-bas, même si ce n'est pas forcément ce dont je vais beaucoup parler ce soir. Nadia l'a dit, je coordonne aussi donc l'Observatoire des libertés associatives qu'on a créé il y a quelques années, à la fois avec un ensemble de fédérations d'assauts plutôt gentilles, comme la LDH, France Nature Environnement, l'Alliance Citoyenne, la CIMAD, puis aussi des plus petites assos ici et là, et un certain nombre de chercheurs en sciences sociales avec l'idée de documenter la répression associative et que ce travail de documentation pouvait être une brique, un élément pour potentiellement la mettre à main. Et donc c'est ça dont je vais essayer de vous parler ce soir, et en particulier d'un travail qu'on a mené dans le cadre de cet observatoire, à savoir un rapport qu'on a sorti il y a un an à peu près, début 2022, qui était intitulé « Une nouvelle chasse aux sorcières » et qui visait à documenter en fait la répression institutionnelle contre les associations de défense des droits des musulmans, on peut dire, et leurs alliés, y compris avant la loi séparatisme. Et donc je voudrais un peu vous parler de ce travail-là, quand bien même les constats, je pense, ne vous surprendront pas complètement, puis évoquer ensuite ce que change au fond la loi séparatisme pour les associations en général, et notamment les associations musulmanes. Et puis je finirai, en fait, j'évoquerai des pistes, des ripostes possibles. En tout cas, moi, je n'ai pas forcément de réponse tout à fait établie, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir une réflexion, une discussion, en fait, sur les options stratégiques en termes de lutte contre l'islamophobie et les alliances possibles dans ce cas. Alors, premier point, donc, revenir sur ce travail qu'on avait fait, cette nouvelle chasse aux sorcières, et le rapport qu'on avait produit il y a un peu plus d'un an, qui était un travail donc, qui reposait en fait sur l'étude détaillée de 20 cas de répression connus par des associations de défense des droits des musulmans ou certains de leurs alliés sur la période plus ou moins 2015-2020. Alors
de fait, c'est un travail qui est loin d'être exhaustif, puisqu'il y avait 20 cas, et il y a beaucoup plus d'associations en fait, musulmanes qui sont touchées, mais on avait voulu au fond étudier la diversité des formes d'entrave, pour le dire comme ça, à l'auto-organisation des musulmans. Et donc dans ce travail, on étudie à la fois les cas les plus visibles d'une certaine façon, la dissolution du CCIF, qui n'avait pas suscité quand même, il faut le dire, beaucoup de soutien à l'époque, les difficultés pour obtenir des services civiques de la LAB, la fermeture de l'école privée Méo High School, des coupes de subventions pour l'Alliance citoyenne à Grenoble, mais aussi des cas plus discrets, d'une certaine façon moins connus, de petites associations de quartier. Et ce qu'on montrait dans ce travail, c'est que pas mal de ces sanctions institutionnelles, que ce soit donc des coupes de subventions, des fermetures de locaux, des refus de services civiques, des fermetures de comptes bancaires, étaient, alors si ce n'est illégales en fait, mais reposaient quand même souvent sur des bases assez fragiles d'un point de vue juridique. Par exemple, un usage assez extensif de la notion de laïcité et de prosélytisme qui ne s'impose pas aux associations ou aux centres sociaux, par exemple, ou des fermetures de locaux pour des motifs d'hygiène ou de sécurité, ce qu'un camarade, un journaliste qui s'appelle Pierre Januel, appelle la stratégie Al Capone, en fait, de lutte contre l'islamisme, à savoir taper non pas le cœur de cible, offre l'illustration un peu ultime. Et à certains égards, on peut dire que la loi séparatisme qui est votée en août 2021 va offrir une base légale à des pratiques qui jusqu'alors étaient un peu limites en fait. Et c'est un peu comme ça qu'elle est justifiée d'ailleurs par les pouvoirs publics et dans les travaux parlementaires préalables à la loi séparatisme, c'est de dire il faut qu'on consolide au fond notre arsenal juridique et législatif pour pouvoir avoir une répression plus efficace à l'égard de ces acteurs dangereux que sont notamment les acteurs musulmans. Donc j'en viens à la loi séparatisme, donc votée en août 2021, alors qui comprend différents éléments, et je ne les aborderai pas tous ici. Alors on pourrait, évidemment, et on pourrait y revenir tout à l'heure, discuter du terme même de séparatisme, et je voudrais rentrer plutôt dans le détail en fait, du contenu de la loi. Alors il y a plein d'incidences, notamment sur l'enseignement à domicile, par exemple, mais je vais juste me concentrer, au regard du thème du débat, sur les conséquences sur notamment le monde associatif, et on peut dire plus largement sur les possibilités d'auto-organisation associative. Au fond, ce que cherche à faire cette loi, c'est à encadrer, surveiller et potentiellement punir en particulier des associations dans les quartiers populaires qui sont perçues comme un terreau d'islamisme et de terrorisme. Et là aussi, les travaux préparatoires à la loi, le rapport sénatorial et les débats parlementaires sont, je vous invite à regarder quand même ces textes-là, qui sont extrêmement instructifs sur voilà, le terreau associatif comme un des éléments constitutifs, au fond, du passage à l'acte terroriste, quand bien même, au fond, il n'y a aucun travaux scientifique sérieux qui établit ce lien-là. Alors, la loi séparatisme, en termes de liberté associative, a un certain nombre, il y a tout un chapitre en fait, et un certain nombre de conséquences directes. Deux mesures en particulier sur lesquelles je voudrais insister, deux changements notables. Un, la facilitation de la dissolution administrative des associations, et deuxième élément, le contrat d'engagement républicain, donc créé par cette loi, que doivent désormais signer toutes les assos qui demandent des financements publics ou des agréments et qui les engagent, on pourra rentrer dans le détail si ça vous intéresse, à respecter les valeurs et les lois de la République. Alors sur les dissolutions, alors les cas les plus emblématiques, on peut dire, ont eu lieu avant le vote de la loi. Alors, ce qui d'ailleurs m'ont un peu interrogé sur l'utilité même de cette loi. Donc évidemment le CCIF, le CRI, le collectif contre le racisme et l'islamophobie, Baraka City. Alors depuis quand même la mise en place de la loi, il y a eu d'autres cas. Le collectif Palestine vaincra, par exemple, quand bien même la décision a été finalement cassée par le Conseil d'État, si bien qu'on voit bien là aussi la fragilité quand même juridique de ces décisions-là, dissolution de la Ligue de défense noire et aussi d'un groupe libertaire plus récemment, le Bloc Lorrain. Souligner également en fait que les 3 dernières années constituent une des périodes historiques en fait où la dissolution d'associations par le gouvernement a été la plus fréquente en fait,
avec ça dit des choses quand même sur la montée en puissance, on peut dire, de la répression institutionnelle en l'égard des associations. Les deux périodes en fait où il y avait eu autant, on peut dire, de dissolution d'associations, c'était les années 30, avec la dissolution des ligues fascistes, et les années, début des années 70, avec là pour le coup le ciblage et la dissolution de groupes plutôt d'extrême gauche, maoïstes notamment. Et donc là vraiment quand on regarde, on est en train de travailler là-dessus, mais sur la fréquence en fait on est sur un pic en fait en termes de dissolution d'associations. Deuxième élément, le contrat d'engagement républicain, mis en place donc depuis un an. Et premier élément quand même qui est un peu une surprise, c'est que malgré la création de ce nouveau dispositif, qui peut paraître au fond relativement anodin, une case à cocher quand on demande une subvention, toutes les associations doivent désormais le signer. Et en même temps, il y a eu très peu d'usage, en fait, véritablement, à ce jour, et de demandes en particulier de remboursement de subventions. En un an, il y a 4 ou 5 cas litigieux, pour le dire comme ça, ou conflictuels, liés à la mise en œuvre du contrat d'engagement républicain, ce qui peut interroger sur l'utilité même de cet outil-là. Il y a la Ligue de l'enseignement qui a perdu une subvention de la région Île-de-France au nom du contrat d'engagement républicain. À Chalon-sur-Saône, c'était évoqué rapidement par Nadir, je crois, tout à l'heure, un maire a voulu retirer une subvention au planning familial pour non-respect du contrat d'engagement républicain, car sur un des éléments de communication, en fait, ils organisaient une manifestation pour la journée de la femme, un truc féministe, et sur l'affiche, en fait, figurait une femme qui portait un voile. Le maire avait considéré que ça constituait du prosélytisme, et donc, sur cette base-là, demandait le retrait de la subvention au planning familial. Il y a eu recours devant le tribunal administratif, il a perdu, puis devant le Conseil d'État, il a perdu de nouveau, puisqu'ils ont considéré que ça ne constituait pas un prosélytisme abusif, le prosélytisme étant autorisé, contrat justement d'engagement républicain. Si vous avez des cas de cet ordre, ça m'intéresse, puisque notre travail justement avec l'Observatoire, c'est de les documenter. Alors néanmoins, on peut voir un lien évident en fait entre les écolos et les musulmans, puisque dans les deux cas, on cible des groupes qui sont perçus comme potentiellement dangereux et terroristes, entre les éco-terroristes d'un côté et les djihadistes de l'autre. Et donc c'est bien cette question-là qui est au centre quand même des attentions de l'État. Un dernier mot quand même sur le contexte plus global, en fait, au-delà de la loi séparatisme, c'est que celle-ci, au fond, vient, un peu comme je le disais tout à l'heure, constituer l'aboutissement d'un durcissement des relations entre l'État et la société civile depuis, je pense, depuis 2015 en particulier. Nous, on a quand même noté une accélération depuis 2015. Alors pourquoi 2015 ? Alors, ça paraît relativement évident, mais avec une extension du paradigme antiterroriste dans la gestion des contestations, des mobilisations et de la critique. Et déjà à l'époque, il y avait eu en fait ce ciblage aussi des écolos. On se rappelle que peu après les attentats du Bataclan, certaines manifs qui étaient organisées dans le cadre de la COP21 avaient été interdites. Extension du paradigme antiterroriste qui s'est notamment matérialisée par le renforcement d'un arsenal juridique, répressif et policier avec de nouvelles lois qui viennent contraindre le droit de manifester, la liberté d'expression. Loi SILT, loi sécurité globale, et plus largement, un durcissement, on peut dire, de la répression des mouvements sociaux et du maintien de l'ordre qu'on a bien vu au moment des Gilets jaunes. En même temps, nous, ce qu'on essaie de défendre avec l'Observatoire des libertés associatives, c'est que d'un côté, ce contexte de durcissement de la répression a quand même suscité une forme de réaction et de mobilisation, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de violence policière. Il y a eu une mobilisation forte sur la loi sécurité globale qui a permis de retirer certains articles, ce qui est tout à fait louable. Et en même temps, on essaie de défendre une approche au fond plus large de la répression et de dire que la répression, ce n'est pas que le flashball et la matraque, quand bien même les formes les plus violentes de répression, évidemment, doivent être dénoncées et combattues, mais qu'il y a tout un continuum de la répression qui vont de la coupe de subventions, de la difficulté, par exemple, à accéder à des locaux. On l'a bien vu, y
compris ce soir, les attaques sur la réputation des militants, le cyberharcèlement, les formes de disqualification du militantisme, la criminalisation des militants via des procès en diffamation, des PV, etc. Et donc c'est l'ensemble de ces phénomènes-là qu'il faut penser comme un continuum d'une certaine façon pour saisir au fond les transformations des relations entre l'État et la critique sociale, pour le dire comme ça, avec l'idée que ce contexte répressif ne touche pas que les acteurs les plus radicaux ou les plus militants, mais que, y compris à un niveau beaucoup plus discret et qui passe souvent sous les radars, des petites assos, au fond, subissent les transformations de ce contexte global-là. Alors peut-être un dernier mot pour conclure et pas être trop long sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Que faire, comment réagir dans ce contexte quand même particulièrement défavorable, on peut dire, à l'auto-organisation, au contre-pouvoir et à la lutte contre l'islamophobie en particulier. Alors, une des façons, c'est de documenter ces éléments-là précisément pour créer de la scandalisation. En fait. Et la publicisation peut être un moyen, potentiellement. C'est en tout cas une des hypothèses qu'on fait. Et d'une certaine façon, moi, c'est aussi comme ça que j'envisage mon rôle d'universitaire, c'est de donner de la visibilité à des phénomènes qui, sinon, passeraient peut-être sous le radar médiatique, politique ou scientifique. Mais en même temps, évidemment, ça ne suffit pas. Et donc, il y a d'autres modalités d'action. Je voudrais évoquer deux éléments tout à fait centraux ici. Un, et en évoquant quand même, je pense que c'est ce qui nous intéresse, la question de la lutte contre l'islamophobie. Un, sur la question de l'auto-organisation dans ce contexte-là. Moi, j'ai quand même le sentiment, et j'aurais envie d'en discuter avec vous, que, et c'est aussi ce qui ressort des enquêtes que je peux mener sur le terrain, que la dissolution du CCIF a quand même créé une forme de vide, en fait, au moins en termes d'accès aux droits. CCIF, on pourrait évoquer les autres assos également, quand bien même une asso comme le CCIF ne faisait pas beaucoup de travail de terrain, d'organisation, d'éducation populaire ou autre. Toujours est-il que moi, en fait, ce qui ressort quand même beaucoup de mes recherches, c'est un décalage, d'une certaine façon, entre, on pourrait dire, la souffrance sociale induite par l'islamophobie ordinaire et les modalités collectives d'organisation. Et pour le dire comme ça, c'est que entre la souffrance sociale que je recueille dans les entretiens que je peux faire avec des musulmans ou des musulmanes qui sont victimes d'islamophobie et les capacités de réaction collective, c'est compliqué. Et que, pour le dire encore autrement, que les organisations musulmanes ont parfois du mal à construire en fait sur ces sentiments d'injustice. Et là, il y a probablement quelque chose à travailler. Alors moi, je ne suis pas le mieux placé pour le faire, mais en tout cas, moi je crois qu'il y a un fort potentiel de mobilisation autour de l'enjeu de l'islamophobie, précisément du fait de la colère et des sentiments d'injustice que ça génère, et que, de fait, ce potentiel est difficilement capté au regard du contexte répressif dont on vient de parler. Une des preuves des difficultés à capter cela, c'est un autre élément, et je voudrais en dire deux mots ce soir, qui ressort d'une autre enquête que je suis en train de mener en ce moment. C'est un travail qu'on a lancé avec quelques camarades depuis quelques années, qui va bientôt aboutir, sur des Français de confession musulmane qui font le choix de quitter la France pour fuir le racisme et l'islamophobie. Et donc on a lancé un questionnaire il y a un peu plus d'un an et demi. On était quand même assez surpris du nombre de répondants, puisqu'on a plus d'un millier de personnes qui nous ont répondu à ce questionnaire, qui sont aux quatre coins du monde, à Montréal, à Dubaï, en Australie, en Angleterre, etc. Et qui décrivent au fait la trajectoire de leur expatriation. Alors tous ne partent pas pour des raisons d'islamophobie, mais c'est souvent un des facteurs quand même dans leur choix. C'est pas n'importe qui part, c'est plutôt des gens qui sont diplômés, et il y a une forme de fuite des cerveaux au sein de la communauté musulmane française comme réaction à l'islamophobie, d'une certaine façon. C'est une façon de se prémunir face à ce contexte oppressant, pour le dire comme ça, c'est ça qu'ils nous racontent en tout cas. Et ça pose quand même, me semble-t-il, un sérieux problème quand la réaction à l'islamophobie, c'est l'exil plutôt que la lutte, quoi. Alors peut-être qu'ils essayent, d'une certaine façon, et c'est ce qu'ils nous racontent également en entretien, de soutenir depuis l'extérieur, etc. Mais il me semble que c'est un élément de fragilisation, d'une certaine façon, dans la création d'un rapport de force. Parce que très clairement, moi, les gens que je rencontre et avec qui je fais des entretiens me disent je suis parti, j'ai l'impression d'avoir lâché les miens, quoi. Voilà, parce que d'avoir lâché l'affaire. Au fond, de m'être sauvé moi,
de penser à mes enfants, c'est un truc qui revient beaucoup en fait, hein, de prémunir mes enfants de ce contexte oppressant, et donc de m'être sauvé, de pouvoir mener une vie relativement tranquille à l'étranger, mais dans le même temps, c'est pas comme ça qu'on va améliorer la situation des musulmans, des musulmans de France. Voilà, et donc moi c'est d'un côté ce que je recueille, puis par ailleurs dans les entretiens que je peux faire en France, c'est un sentiment quand même de résignation quand même qui est extrêmement puissant. Le truc qui ressort à beaucoup des enquêtes que je peux faire, c'est au fond c'est mort. La partie est perdue, le rapport de force est trop inégal, voilà, moi j'ai un extrait d'entretien que j'aime bien citer, c'est des gens qui me disent on est désintégré d'avance, et donc ça ne sert plus à rien de se mobiliser. Alors je ne dis pas que cette résignation, elle ne peut pas être travaillée, politiquement et déconstruite, mais il y a un travail immense à faire au regard de ce terreau-là et du sentiment voilà, que le rapport de force est trop inégal. Donc, pour rentrer directement dans le sujet, parce que tu as parlé de la loi séparatisme, du cadre légal, etc., je voulais, pour ceux qui ne sont pas musulmans, vous faire toucher les choses dans le réel, et je voulais donc commencer par vous évoquer la fermeture d'une école, une petite école qui donnait des soutiens scolaires en anglais, et qui, il y a un mois, a été fermée, qui a subi une perquisition. Cette école, c'est l'école d'un ami. Et donc, des policiers ont vu des policiers en armes rentrer, et donc l'école fermée. L'histoire ne s'arrête pas là. Les perquisitions se sont poursuivies au domicile de la personne. Suite à cela, la mère de la personne qui était âgée, qui est recueillie par ce couple, donc, a eu un choc et en est morte. Je me permets de rentrer dans le sujet de cette façon pour vous dire que la loi séparatisme, c'est un petit peu plus que des mots, c'est un petit peu plus que ce qu'on en voit à la télé, c'est une souffrance réelle et supportée par la communauté musulmane depuis des années. Mais je pourrais vous parler aussi d'aujourd'hui, d'une conférence qui devait avoir lieu à Montreuil, et de pression venue de toutes parts, et notamment des autorités, parce qu'on ne va pas à chaque fois remettre les choses sur l'extrême droite, qui s'est fait relativement discrète sur cette affaire, pas sur l'autre, mais sur celle-ci, oui, et qui a empêché donc ce rassemblement à Montreuil. Et je remercie aujourd'hui donc la personne qui a bien voulu nous accueillir. Et j'annonce à nos détracteurs, à ceux qui voudraient faire taire la parole musulmane, qu'ils ont d'ores et déjà perdu, puisque cette rencontre a pu avoir lieu, malgré eux, malgré leurs efforts intenses pour faire vivre l'islamophobie. Nous avons prouvé aujourd'hui que non seulement les musulmans sont fiers d'être musulmans, qu'ils s'exprimeront en tant que musulmans, mais qu'aujourd'hui ils ont des personnes qui les accueillent, des personnes avec qui ils discutent, qui sont prêtes à relever le défi de l'islamophobie, cette maladie qui gangrène la France. Gangrène la France et, espérons-le, nous en serons l'antidote. Pour revenir à quelque chose que vous connaissez mieux en tant que musulman, la communauté est-elle un corps, et quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre. Aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes là, pour prouver que plus jamais on ne laissera passer cette islamophobie sans rien faire, plus jamais on ne laissera faire, et nous serons toujours présents pour développer une parole musulmane, une action musulmane, non seulement pour nous défendre face à l'islamophobie de tous les jours, comme j'ai expliqué auparavant, mais également pour qu'une expression musulmane vive comme aujourd'hui. Alors on va arriver au thème de la loi séparatiste, on a largement parlé, mais je vais me permettre d'un petit peu compléter. Donc la loi séparatisme, c'est pas venu nulle part, hein. L'islamophobie française existe depuis très longtemps. Je ne vais pas revenir, comme le feraient certains historiens, aux croisades, ni même à la guerre d'Algérie ou à la colonisation. On va s'en tenir aux lois récentes de 2004 qui visaient nos sœurs qui portent le hijab, de 2010 qui visent nos sœurs qui portent le niqab, de 2015, rappelez-vous, l'état d'urgence, 4000 perquisitions, donc à peu près 20 à 30 000 personnes qui ont vu surgir les forces de police à des heures impossibles, notamment la nuit, pour rien, puisqu'il n'y a eu aucune suite relative à quelques affaires de terrorisme ou autres. C'était tout simplement une entreprise de destruction, une entreprise d'intimidation de la communauté musulmane. Et enfin, cette loi séparatisme. Donc on peut dire que
la différence entre avant et maintenant, c'est que, comme l'aurait dit mon camarade Hamza, il y a une radicalisation de l'islamophobie dans le sens où avant, on visait les musulmans parce qu'ils étaient coupables d'être radicaux, qu'ils avaient des signes faibles, comme on dit, de radicalisation. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes élève et que vous allez prier le vendredi, l'université de Cergy vous signale. Si dans votre boulot vous êtes absent ou vous jeûnez ostensiblement, ça existe, si vous jeûnez, vous êtes considéré comme quelqu'un de suspect. Mais aujourd'hui, avec cette radicalisation de l'islamophobie portée par le nouveau gouvernement et la loi séparatisme, on entre dans un nouveau phénomène qui vise non pas à viser certaines personnes qui seraient suspectes, mais l'ensemble de la communauté musulmane qui serait vue comme une espèce d'ennemi de l'intérieur. Comme des personnes, une cinquième colonne, des personnes qui, manifestement, de par leur appartenance supposée ou réelle à la communauté musulmane, représentent un danger de séparatisme, comme il a été dit, de séparatisme, et donc à combattre. Vous vous rappelez du discours de Macron. Et donc aujourd'hui, cet ennemi intérieur est pourchassé partout, que ce soit dans les écoles, vous l'avez vu avec, là je vais reprendre les chiffres qui ont été donnés hier par le président, lors d'une conférence d'organisation, mais c'est la énième organisation après le CFCM qui vient réaffirmer encore que l'islam n'est pas souverain, que les musulmans doivent être assistés perpétuellement et sous la férule donc du ministère de l'Intérieur. Donc le président a annoncé donc 28 000 opérations de contrôle et s'en est vanté. C'est quand même assez particulier de pouvoir se vanter de cela alors qu'on annonce la création d'une organisation musulmane. 900 fermetures d'établissements, ça c'est en 2 ans. Et 55 millions d'euros spoliés. Moi je dis spoliés, lui il a dit autrement, mais c'est 55 millions d'euros qui ont été spoliés. Donc c'est ça la loi séparatisme. C'est également un mot, séparatisme. La dernière fois qu'on l'a entendu dans les grands médias, c'était quand on parlait de l'histoire yougoslave. Rappelez-vous, les Serbes, alors nationalistes alors au pouvoir, ont parlé de séparatisme des Bosniens musulmans. On a vu comment ça termine. Donc ce vocabulaire n'est pas anodin. D'ailleurs, à chaque fois on nous parle dans les médias, et il y a aussi la parole des différents ministres de l'Intérieur de reconquête. Donc on est dans le vocabulaire de guerre face à non pas une organisation politique ou autre, ou un État, mais bien comment dire, contre toute une communauté qui est déclarée aujourd'hui suspect, ennemi de l'intérieur, donc une espèce de théorie du complot qui fait que les musulmans non seulement vivraient de façon tout à fait séparée, auraient leur quartier, ne voudraient pas vivre avec les autres, et en parallèle, ces mêmes musulmans sont censés infiltrer l'État, obtenir... bon, c'est là où on retrouve la théorie du complot. On est à la fois, en même temps, comme diraient certains, séparés, et on vit dans nos quartiers, notamment à Roubaix, et on est aux portes du pouvoir, comme on dit certains, donc dans les ministères, etc. Bon, ça peut exister puisque le champ politique français a été investi de cette islamophobie hystérique du fait de l'alliance de certaines pensées, notamment néoconservatrices, néo-républicaines, celle-ci vient plus de gauche, qui ont fait alliance et qui font qu'aujourd'hui, non seulement nous sommes considérés comme ennemis de l'intérieur, mais également comme un danger pour l'État. Donc ce tout en même temps a créé cette figure du musulman ennemi de la République, ennemi de la France. Et au-delà des conceptions et de ce que je vous dis là, c'est une souffrance pour tout à chacun, à travers les discriminations, les gens qui sont virés de leurs emplois, les enfants qui n'osent plus avouer qu'ils sont musulmans en classe. Un mélange, dirais-je, de macartisme et d'inquisition. Voilà ce que la loi séparatisme, une opération de démantèlement systématique de tout ce qui fait le nous, avec un grand N musulman, avec des fermetures d'associations, de salles de sport, de débits de boissons, on a vu ça également. Donc tout ce qui est musulman est suspect. Et j'oserais aller plus loin. Pour moi, la loi séparatisme, c'est
tout bonnement une entreprise de désislamisation. Une entreprise de désislamisation dirigée contre la minorité musulmane pour empêcher de rester musulmane. Bon, ça peut surprendre certains ici, mais dites-vous bien que c'était ce week-end, c'est le journal du dimanche, il me semble, qui annonçait qu'on a fermé une école, des policiers sont venus, et qu'est-ce qu'ils ont découvert dans cette fameuse école? Que les enfants apprenaient l'arabe. Donc ça a suffi pour susciter l'émotion et justifier sans que personne se dise, bon, quoi d'autre? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose un petit peu plus dangereux? Non. Donc aujourd'hui, le fait même de se proclamer musulman, de l'être, de le vivre, d'apprendre son dîn, d'apprendre sa religion, d'apprendre l'arabe, est vu comme une forme de sécession, une forme de guerre contre la France. Une banalité confondante, que ce soit sur l'islamophobie, que ce soit sur l'écologie et tout ça, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté collective à agir, mais après il y a aussi une vraie difficulté à la rencontre. Tu as parlé de rencontre. Alors je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on fait entre les moments de répression où ils ferment une mosquée, une école, un kebab ou quoi que ce soit, puisqu'ils le font absolument tous les jours, mais moi je voudrais savoir quelles initiatives on pourrait envisager entre nos musulmans et musulmans au quotidien, notamment en direction, alors pas seulement des quartiers populaires, puisque tout ça se passe pas uniquement dans les quartiers populaires, mais quelles structures on pourrait créer, virtuelles ou autres, qui permettent une vraie rencontre. Parce que moi, pour être un peu au carrefour des deux, et en plus pour avoir été très islamophobe dans le temps, donc avoir absolument surveillé la communauté musulmane pire que Darmanin, j'ai bien vu la vitalité de la communauté musulmane, j'ai vu aussi les manques, c'est-à-dire que à un moment on m'a demandé mais combien d'organisations dissoutes, comment recenser cela, et enfin il y avait tout un tas de sites, par exemple des dômes et des minarets où tu pouvais évidemment trouver tout de suite toutes les informations, mais ce lien s'est pas fait, peut-être parce que justement il n'y a pas d'outils concrets qui permettent à tout le monde de s'en emparer, et qu'il n'y a pas de messages qui disent la vérité, hein, moi je suis féministe, je suis ici, personne m'a envoyé balader, j'ai été très bien accueillie au sein de la partie de la communauté musulmane qui était réputée la plus méchante et la plus excluante. On a pu tous travailler avec vous sans problème et même avec énormément de plaisir, et pourtant notre collectif n'est pas du tout de ceux qu'on qualifiait autrefois d'islamo-gauchistes. Donc nous on l'a vu, mais il y a eu aussi le hasard des rencontres et puis l'action de Darmanin qui dissout les choses et qui ne comprend pas que quand ça se dissout, ça se transforme. Mais moi ce que je voudrais savoir, c'est quel outil on pourrait mettre en place, quel outil commun qui donne à la fois à des musulmans l'envie de venir regarder, et à la fois à des non-musulmans de se dire en fait je vais comprendre ce qui est écrit, en fait ça me concerne aussi, et ça n'est pas forcément un outil juste pour les musulmans. Alors pour répondre à la question, je vais reprendre